Voilà, là c'est bon. Non, bah c'est bon, je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est bon, c'est bon. Quand vous parlez, comme ça, il faut parler bien près du micro. Et la pointe est juste là. Et si vous vous déportez, on ne vous entend pas. Ok. C'est bon, c'est revenu. Ah ben voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute l'équipe est de retour et se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020 qui entame une nouvelle décennie. Nous sommes toujours en direct, bien sûr. Bonjour donc à toutes et à tous et bienvenue au bar de l'économie. Deux gros sujets pour démarrer l'année, notamment les élections municipales et la réforme globale de la santé. Mais laquelle? On demande à nos élus d'avoir du courage pour faire de vraies réformes. Eh bien, vous allez entendre ce que proposent nos invités du jour. Vous pouvez interagir, bien sûr, sur la vidéo live Facebook, page bar de l'économie. Et puis, toujours en FM 98.0 et la web radio idfm98.fr. Cliquez sur la flèche bleue pour nous suivre partout dans le monde. Sébastien Meurant, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur du Val d'Oise et avec vous, on va faire un petit bilan de l'année 2019 et puis aussi peut-être quid après Europa City, quelles ouvertures pour le Val d'Oise. Nous allons aussi évoquer bien sûr les élections municipales qui approchent, les 15 et 22 mars 2020, car vous êtes le président des LR sur le Val d'Oise. Et puis on aimerait peut-être vous entendre sur la réforme des retraites et peut-être la position du groupe LR au Sénat. Et il y a peut-être d'autres sujets d'actualité, on verra ensemble dans quelques secondes. À nos côtés, Frédéric Bizard, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Vous êtes professeur d'économie associé à l'ESCP Europe et vous enseignez aussi dans d'autres universités en France et à l'étranger. Vous présidez l'Institut Santé, un organisme de recherche destiné à la refondation du système de santé français. Et vous intervenez auprès de gouvernements étrangers, notamment dans les pays émergents sur leur politique de santé. Alors vous venez de publier un livre, Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand? Paru aux éditions Fauve. Vous proposez une toute nouvelle, j'allais dire, réforme, un peu révolutionnaire, une réforme complète de la santé. C'est autour de ça que nous allons évoquer ensemble avec nos autres invités, et notamment Pauline Lefortier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière à Parmain et vous êtes aussi administratrice de la Fédération nationale des infirmières du 95. Et puis Jean-François Damour, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin vasculaire, vous exercez à la clinique Claude Bernard et c'est grâce à vous d'ailleurs qu'on a pu monter cette émission, donc merci beaucoup. Vous êtes aussi le référent santé, vieillesse et handicap auprès des parlementaires de notre pays. En tout cas, merci à tous d'être présents ce matin parce que c'est encore le bazar à cause de ces grèves qui perdurent. Alors, quelques infos du jour que je vais proposer à notre sénateur Sébastien Meurant qui est avec nous ce matin avant de faire un petit bilan. Alors que s'ouvre une nouvelle décennie, RTL a sollicité Harris Interactive pour réaliser une étude portant sur la manière dont les Français imaginent la France en 2030. Quels sont les principaux enseignements de cette enquête? Eh bien, 61% des Français se disent pessimistes lorsqu'ils pensent à la France en 2030 contre 33% d'optimistes. Notons que politiquement le clivage est net. Les électeurs d'Emmanuel Macron se montrent plutôt optimistes vis-à-vis de l'avenir, alors que ceux de Jean-Luc Mélenchon et bien sûr ceux de Marine Le Pen et autres s'avèrent plus pessimistes. Appelés à imaginer le principal changement qui marque la décennie qui s'ouvre, les Français évoquent spontanément le dérèglement climatique, les enjeux écologiques et énergétiques. Lorsqu'ils imaginent la France en 2030, les Français estiment que les grands thèmes structurants sont préservés dans l'ensemble, c'est-à-dire démocratie, liberté et paix, bien que des doutes, voire certains scepticismes prennent le pas concernant les enjeux économiques. Et la principale crainte évoquée est celle d'un remplacement de nombreux emplois par des robots au cours des 10 prochaines années, une perspective jugée probable par 71% des Français, mais souhaitable par seulement 23% d'entre eux. Sébastien Meurant, ça vous fait dire quoi? Et j'ai envie de commencer par
quelque chose de positif. C'est les fêtes, il y a des guirlandes, l'ambiance au moins dans le studio a l'air sympathique, agréable et positive. Donc en ce début d'année, en ce début de décennie, il faut bien sûr être positif, mais c'est vrai que là, si je porte un jugement de valeur sur la politique menée depuis ces dernières années, j'ai envie de reprendre un mot d'Aristophane, on ne peut pas apprendre à un crabe à marcher droit, et la politique du gouvernement et d'Emmanuel Macron, effectivement, est difficilement lisible par les Français. Et c'est ce manque de cap, ce manque d'espérance, cette volonté d'aller vers un futur qui est... Parce que la France, quand même, on est quand même un pays où, quand on regarde la planète, où il fait quand même relativement bon vivre, où on est encore à la 7e puissance de la planète, même si on rétrograde. La question, c'est pourquoi on rétrograde et pourquoi on ne valorise pas nos atouts, qui sont nombreux, dans tous les domaines d'ailleurs. Et c'est vrai on vit dans un climat qui est anxiogène. La réforme des retraites est l'un des plus beaux exemples, car les discours du gouvernement ont été même contredits par la porte-parole elle-même, qui vient au micro s'expliquer, qui fait des erreurs, qui le reconnaît une heure après. On a une politique qui est menée, qui est beaucoup trop dans le conceptuel et pas assez dans la vie de tous les jours, et on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi en France on voudrait tout révolutionner et changer y compris ce qui fonctionne. Là, si je m'arrête sur ce point-là, parce que là, vous avez posé une question très très large, sur la réforme des retraites, vous avez des systèmes qui sont autonomes, qui sont bien gérés, qui sont excédentaires, et pourquoi voulez-vous y toucher? Voilà. Et donc, par contre, évidemment, améliorer ce qui fonctionne, pas. Ça, c'est l'objectif de la politique. Mais alors, revenons sur la réforme de la retraite, puisque vous venez d'aborder le sujet. Est-ce que pour vous, on n'est pas obligé de réformer, malgré le fait qu'on vieillit oui. Donc on est en bonne santé plus longtemps finalement. Enfin, en tout cas, certains peuvent travailler peut-être un peu plus, et l'ensemble des pays d'Europe visent les 67 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors moi, je pense qu'on ne peut pas avoir raison contre tout le monde, évidemment. On vieillit plus, c'est une bonne chose. Il faut essayer de vivre le mieux possible en bonne santé. Donc moi, je crois que la mesure d'âge, c'est ce qui est le plus lisible, c'est ce qui est le plus simple. Et repousser l'âge de départ en retraite, c'est ce qui est de plus simple et compréhensible par tout le monde. Mais c'est ce que ne veulent pas les syndicats, puisqu'encore aujourd'hui, un certain nombre s'expriment en disant qu'ils veulent que l'âge pivot, pour arrêter justement toutes ces grèves, que l'âge pivot qu'on saute l'âge pivot, qu'il n'y ait plus d'âge pivot finalement. Est-ce que c'est possible? Je pense que tout est possible. On peut dégrader les niveaux de pension, on peut augmenter les cotisations, on peut tout faire. Moi, je m'intéresserais simplement à deux choses. Comment font les autres? Parce qu'il faut se comparer. Les gens vivent plus longtemps, on peut espérer qu'ils vivent plus longtemps en bonne santé. Donc moi, les mesures d'âge, c'est compréhensible par tout le monde, c'est très bien. Après, je suis pour laisser le paritarisme s'exercer. Je redisais, il y a des systèmes qui fonctionnent bien. Pourquoi voulez-vous que l'État s'y mêle? Là, on est en train d'étatiser tout. Et lorsqu'on étatise tout, il suffit de regarder la façon dont l'État est géré depuis maintenant un certain nombre d'années. Nous sommes les 19e pays sur 19 pays de la zone euro sur la dette, les prélèvements obligatoires et les déficits. Donc laissons les organismes paritaires gérer. Ils gèrent souvent bien mieux que l'État. Et surtout, ne touchons pas à ce qui fonctionne. Laissez les syndicats des patronaux, laissez les syndicats représentatifs des salariés, de la fonction publique gérer. Que l'État s'occupe de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui paraît injuste. Par exemple, il y a évidemment les déficits liés à des régimes spéciaux particuliers, de la SNCF, de la RATP, sans jeter forcément l'opprobre sur ces régimes-là, car il y a évidemment moins de cotisants de cheminots qu'il y a 30 ans. Donc on peut comprendre que le régime soit déficitaire. Par contre, ce qui paraît évidemment anormal, c'est que les roulants d'aujourd'hui partent au même âge que les roulants d'il y a 50 ans. Bien sûr, là. Mais qui est-ce qui est responsable derrière tout ça? Eh bien, c'est l'État, à travers les dirigeants de la SNCF, de la RATP, qui ont laissé dériver ces régimes spéciaux et qui n'ont pas eu le courage d'expliquer, et là c'est de la négociation salariale, et cet État est incapable de négocier puisqu'on a des personnes droit dans leurs bottes qui vont nous affirmer quelque chose. Mais si vous reprenez ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui,
les propos du président de la République, notamment sur l'âge pivot, il y a quelques mois, c'est de 2019, il dit l'inverse de ce qu'il dit maintenant. Donc oui, là encore une fois, la lisibilité, le cap. Et pour en parler du Premier ministre que nous connaissons autour de la table pour un certain nombre, ce sont des personnes qui se sont reniées sur un certain nombre de sujets majeurs. Donc ça n'aide pas à avoir la confiance. Et ce qui manque en ce début d'année, c'est de retrouver la confiance, la sérénité. Et sur la retraite, pourquoi abîmer ce qui fonctionne? Et pourquoi ne pas corriger ce qui paraît... c'est des sujets qui sont éminemment complexes. La volonté d'universaliser tout le monde, c'est encore une fois, c'est du conceptuel. Pour vous, c'est utopique. Mais c'est utopique. On ne va pas demander à des militaires de travailler jusqu'à 65 ans, de sauter en parachute, etc. Bien sûr que les situations sont différentes. Et à travers l'histoire, les régimes spéciaux répondaient à ces situations différentes. Et évidemment, quand vous ouvrez la boîte de Pandore, c'est ce que disait le président de la République, si vous commencez par revenir sur ce principe posé d'universalité, mais qui est pour moi un principe utopique, eh bien, pourquoi pas les infirmières, pourquoi pas les militaires, pourquoi pas les pompiers, pourquoi pas les policiers, évidemment. Donc, il faut aménager à la marge ce qui ne fonctionne pas, mais surtout laisser fonctionner ce qui fonctionne. Voilà. Donc pour vous, pas de régime universel finalement, non. Laisser chaque caisse autonome gérer... Celle qui fonctionne correctement, voilà. Il n'y a pas de raison d'y toucher. Vous imaginez bien les professions libérales, avocats, qui cotisent aujourd'hui 14%, on leur propose de passer à 28%, notamment pour les femmes. Il y avait des systèmes qui avaient été mis en place lorsque des jeunes avocates étaient enceintes. Elles pouvaient bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Là, tout est remis en cause. On leur propose de cotiser plus, de partir en retard, en retraite plus tard, et de toucher moins la retraite. Donc c'est évidemment difficilement envisageable pour ces gens-là. C'est un recul, bien sûr. Merci Sébastien Meurant. Alors, autre sujet du jour, Dominic Cummings, le conseiller de Boris Johnson, qui est chargé de rechercher des personnes inhabituelles à travailler pour les services du gouvernement dont il veut bousculer le fonctionnement, annonce-t-il sur son blog. Boris Johnson se plaint de la haute administration à la pensée unique et pour cela, il veut apporter des changements sismiques, dit-il, à la fonction publique. Il veut engager des personnes différentes avec des compétences et des expériences pour travailler au Downing Street. En ce moment, nous n'avons pas le genre d'expertise, dit-il, nécessaire à soutenir le Premier ministre et les ministres. Cela doit changer rapidement afin que nous puissions servir le service public comme il se doit. Il y a beaucoup de gens brillants dans la fonction publique et en politique, mais il y a aussi de sérieux problèmes dans la manière dont l'État britannique prend ses décisions, juge-t-il. Le Brexit requiert notamment de grands changements politiques dans la structure de prise des décisions également. Parmi les profils recherchés figurent des scientifiques spécialisés dans les données, des développeurs de logiciels, des économistes, des experts en communication, des jeunes chercheurs, dont l'un sera également l'assistant personnel, mais aussi, disent-ils, des tordus et des marginaux avec des compétences bizarres, a détaillé Dominic Cummings. Tous les candidats intéressés doivent envoyer un CV avec une lettre d'une page maximum. Alors finalement, Sébastien Meurant, j'ai envie de vous poser la question, faut-il révolutionner la haute fonction administrative et pourquoi pas en France? Alors en France, ce qui est sûr, c'est que l'État est incapable de se réformer. Si on s'intéresse simplement aux chiffres, c'est mon cas lorsque je suis en commission des finances, depuis des années, l'État fait déficit sur déficit. Le dernier budget en excédent, c'est 74. Donc l'État est incapable de se réformer et fait porter sur les autres, sur les collectivités, sur les organismes de sécurité sociale, les efforts. L'État prend des décisions et fait payer par les autres. Donc là, ce qui est sûr, c'est que notre haute administration est incapable de se réformer. Alors après, normalement, la haute administration, elle obéit, administrare, servir, en latin, elle obéit aux politiques. On peut s'imaginer que si l'administration ne répond pas aux attentes des politiques, c'est parce que les politiques ne sont pas capables de les réformer. À travers l'histoire, et on va fêter un certain nombre d'anniversaires concernant le général de Gaulle, le dernier qui a été capable de bousculer l'État et de le faire réformer, c'est ce dernier grand Français. Et là, ce qu'on constate, dans le domaine des retraites comme dans tous les autres domaines, c'est qu'on fait de la communication, mais les actes ne suivent pas. Par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Allemagne, qui ont eu cette capacité à se réformer. Enfin, en Angleterre, Thatcher a bousculé les choses, Tony Blair a fait aussi un certain nombre de choses, les corrections sur ce qui avait été peut-être mené auparavant. Nous, en France,
nous avons des politiques qui sont issues de cette haute fonction publique pour la plupart. Peut-être qu'il y a un peu trop de consanguinité, peut-être que les politiques passent et en fait ce ne sont pas les politiques qui font les politiques publiques, mais la haute administration. Et peut-être là réside la difficulté française. C'est que nous avons des politiques, des ministres qui changent. On a usé je ne sais pas combien de ministres là, depuis 2 ans et demi, c'est le record. Donc lorsque vous êtes ministre quelques mois, pour corriger ce qui ne va pas dans votre administration, c'est difficile. La seule façon d'agir sur une réforme structurelle de long terme et de bon sens et compréhensible par les citoyens, c'est de durer. Il faut avoir un minimum de durée. Donc pour l'État, pour la réforme de l'État, moi j'appelle à un État qui soit beaucoup plus proche des citoyens, donc un État qui va faire vivre ce principe de subsidiarité. Donc on décide à l'échelon le plus bas du terrain, et là on a au contraire un jacobinisme exacerbé, tout remonte sur Paris, et je pense que au-delà plutôt des personnalités, c'est une volonté des grands élus d'avoir une vision d'amélioration des choses et en fonction du terrain et pas en fonction de théorie ou de concept. Là, on parle souvent de la différence. Les anglo-saxons seraient beaucoup plus pragmatiques que les Français, beaucoup plus conceptuels. Et je pense qu'on vit là une période où on a une centralisation exacerbée et que les réformes qui ont été menées sur le quinquennat précédent de grandes régions ont encore éloigné les prises de décision du terrain et également les créations de millefeuilles. Donc là, engendre une entropie concernant les décisions. C'est de plus en plus difficile d'agir puisqu'on a des décisions qui sont au niveau européen, des décisions d'État, des régions, des départements, des intercommunalités, des communes, et le citoyen dans tout ça s'y perd. Et on a une capacité à faire des lois dans tous les sens, à rajouter des couches, et nul n'est censé ignorer la loi, mais autour de la table, moi-même législateur, j'en ignore un nombre incalculable, et le citoyen aussi, on s'y perd. Donc, mais qu'est-ce qui va se faire justement dans le futur? Parce que là, je pense que le gouvernement est bien au courant. Est-ce que là, vous en tant que sénateur, vous alertez donc pour dire stop aux réformes ou à des réformes qui ne sont que de la communication, comme vous disiez? Le problème, pour moi, c'est qu'en France, on a cette particularité, c'est qu'on a un affaiblissement inédit de l'équilibre des pouvoirs. On a un président qui se voulait jupitérien, tout remontait à lui, mais d'une façon absolument incroyable. Le Parlement, l'Assemblée nationale n'étant qu'une chambre d'enregistrement, puisque les nouveaux députés doivent tout au président. Depuis quelques années, le président gagne les élections et dans la foulée, ceux qui se revendiquent de l'étiquette présidentielle sont élus au Parlement, donc à l'Assemblée nationale. Donc les députés, aujourd'hui, on a quelques députés qui votent en leur âme et conscience, mais sinon, pour l'instant, ils suivent beaucoup les directives présidentielles. Le Sénat a montré, notamment dans les affaires Benalla, dans un certain nombre de choses, a pu amener quand même, et faire prendre conscience que l'équilibre des pouvoirs était très fragile en France, mais on n'a pas le dernier mot. Aujourd'hui, il y a un mépris du Parlement, il faut quand même le dire. Il y a donc un sénateur socialiste qui avait convoqué un haut fonctionnaire qui aurait dû s'y rendre, mais c'était quelqu'un qui travaillait auprès de la présidentielle. Il y a une réponse méprisante de ce haut fonctionnaire. Et là, notre président Gérard Larcher a rappelé au président un certain nombre de choses, la République. Donc on a un affaiblissement de l'équilibre des pouvoirs. Où en France, c'est très différent de ce qui se passe en Angleterre, c'est très différent de ce qui se passe même aux États-Unis, où l'équilibre des pouvoirs est beaucoup plus prononcé. Donc on a un problème démocratique en France. Et je pense que la perte d'influence, de sentiment de maîtrise de son destin collectif est liée aussi à cet affaiblissement de la démocratie. Le général de Gaulle, pour revenir, ne s'occupait pas de la tendance. Les grandes décisions, les décisions concernant l'avenir de la nation, les décisions concernant la politique étrangère, là, on a une politique étrangère aussi
qui est complètement illisible. Rappelez-vous, les médias qui sont aussi, parce que ce sont des financiers qui les possèdent, sauf Radio Anguin et nous sommes une association. Les médias locaux. Nous ne sommes que des bénévoles. Voilà, bravo, parce qu'on a besoin des médias, des médias Internet. Cet été, Emmanuel Macron avait réconcilié l'Iran et les États-Unis. C'était extraordinaire. Reprenez simplement les textes des grands médias français. Le magnifique coup d'Emmanuel Macron, le président français. Vous voyez où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc tout est illisible et tout est concentré sur un jeune président de la République qui n'a pas l'épaisseur, l'expérience, qui n'a pas l'épaisseur humaine, qui n'a pas ce sentiment d'amour de la France, qui est un président qui, à l'étranger, critique, qui avait dénié le fait qu'il y avait une culture française et qui critique l'histoire de son propre pays. Donc on a besoin d'un président que les Français ont besoin de se sentir aimés par leur président, je pense, leur président aimé, porté, avoir une vraie ambition pour la France et pas une ambition de citoyen du monde ou autre. On a besoin de s'intéresser à ce qui se passe en France avant tout. On a besoin d'un président qui aime les Français, qui leur dise et qui agisse avec des actes qui paraissent compréhensible, parce que les réseaux Internet, ça fait très très mal. Lorsque, il y a 6 mois, on déclare l'inverse de ce qu'on vient de déclarer aujourd'hui, ça ne tient qu'un temps. Bref, revenons aux réalités, c'est ça que vous voulez dire finalement, Sébastien. On ne fait pas de politique en dehors des réalités. Alors, parlons un petit peu du Val d'Oise, si vous voulez bien. Quelles ouvertures pour le Val d'Oise après l'arrêt de Repas City? Comment vous voyez-vous les choses? Alors, malheureusement, j'aimerais être positif sur cette question de Repas City, qui est un projet remettons dans le contexte, de 3 milliards d'investissements privés. Où, là encore, le président au MIPIM en 2016 déclarait que c'était la porte d'entrée du Grand Paris. C'est vrai. 2016, le président qui est à l'époque ministre. En 2019, ce même président raye. Alors que ça faisait 10 ans que les collectivités travaillaient sur le projet. Les parlementaires En Marche, que j'ai interpellés, m'ont dit mais on n'était pas au courant. On n'était pas au courant. Et je veux bien les croire lorsqu'ils me disent qu'ils n'étaient pas au courant. Pour simplement ne pas avoir affaire avec des verts rouges, des écolos dangereux, eh bien, le président a préféré reculer. Donc, le Val d'Oise, qui était déjà l'oublié du Grand Paris sur le plan des transports, parce qu'il n'y avait qu'une gare, c'était à Gonesse, sur la ligne 17, et avec ce projet privé de 3 milliards qui créait mécaniquement 10, 15 000 emplois directs, qui permettait de changer l'image de l'Est du Val d'Oise, de Gonesse, de Villiers-le-Bel, de Sarcelles, de Garges. C'était quelque part le Euro Disney du Val d'Oise qui lui permettrait de... dans un autre genre quand même, c'était plus culturel, c'était plus haut de gamme. Oui, c'était plus culturel, c'était très très loin de la piste de ski qui avait été envisagée au départ, donc c'était pas non plus un centre commercial, c'était quelque chose qui était autour de la culture, autour du développement économique et surtout sous les pistes d'avion de Roissy, donc très très loin des terres à culture pour nourrir l'alimentation des hommes. Donc tout ça, c'est très dommageable pour notre territoire. Là encore, quelle est la confiance et quelle est la parole de l'État, et au plus haut niveau, puisque là, tout ça, c'est vérifiable. Tout ce que je dis est bien sûr vérifiable. Donc là, l'État s'est engagé à nommer un délégué interministériel, donc le président de la Chambre de commerce, avec le président du CEVO, et puis l'ensemble des parlementaires étaient présents fin décembre. Nous attendons. Mais là, aujourd'hui, l'État étant impécunieux, ces 3 milliards d'argent privé qui devaient être investis et enclencher cette mécanique positive là, de création d'emplois, de création d'activités, de création d'un changement d'air, un changement d'atmosphère dans ce secteur du Val d'Oise, et bien là, vous imaginez bien que 3 milliards, l'État est incapable de nous les fournir, à mon avis, à court terme. Et qui est-ce qui risque de mettre la main à la poche? Encore une fois, je pense qu'on va solliciter les collectivités. Et la seule gare du Grand Paris, dans le Val d'Oise, Gonesse, pour lesquelles les contribuables valdoisiens payent la TSE dans vos taxes foncières, habitation, vous la payez, elle risque d'être mise en cause. On n'imagine pas une gare au milieu d'un champ. Mais c'est pour ça, qu'est-ce qui va devenir c'est la grosse question qu'on se pose, que va-t-il advenir de cette gare? La question, elle est posée à l'État. Et au plus haut niveau de l'État, puisque c'est le président qui a annulé ce projet, ce que nous savons par réseau, c'est que le Premier ministre, ministre des Finances, était pour ce projet, bien sûr. Ça faisait 10 ans que des gens travaillaient.
L'investisseur a Mais mis 100 millions d'euros. Est-ce qu'on est capable de faire venir des entreprises qui investissent de nouveau à hauteur de 3 milliards d'euros pour s'installer en Val d'Oise, dans cette zone, par exemple? Ce qui est inquiétant, c'est que là, ce projet était porté par des investisseurs à la fois français et à la fois étrangers, notamment chinois. Ces investisseurs ont dépensé plus de 100 millions d'euros depuis 10 ans. Oui, puisqu'ils avaient monté une équipe avec un bureau, bien société, sûr, etc. Et les collectivités, dont votre serviteur, avaient travaillé, avaient intervenu à de nombreuses reprises, on avait écrit, on s'était déplacé. Moi, j'invite tous ceux qui s'imaginent que c'était des bois, enfin une belle magnifique forêt, des champs extraordinaires, à aller sur place. Moi, j'y suis allé sur place pour se rendre compte d'où c'était. Le problème, c'est que vous imaginez bien que les prochains investisseurs ne vont pas se lancer dans des dépenses sans avoir un minimum de garantie. Là encore, on se heurte à la respect de la parole de l'État, comme je ne juge pas du fond du problème de l'aéroport de Nantes. Là aussi, la question était des décisions de justice, des décisions de démocratie locale avec les référendums d'initiative locale avaient été menées et toutes avaient été favorables. Décision de justice, décision démocratique. Et là, le président avait annulé ce projet-là. D'ailleurs, on ne sait toujours pas comment vont être indemnisés Vinci, là aussi. Et là, c'est de l'argent qui servirait bien mieux dans autre chose, notamment là, dans la santé, autre chose, parce que là, c'est l'État qui va devoir indemniser pour des centaines de millions d'euros Vinci sur l'aéroport. Et là, sur ce projet, j'imagine évidemment que les investisseurs ne vont pas se laisser faire. Ça nous fait penser aussi aux fameux portiques, où là, vous savez, les portiques que l'on voit toujours sur une route, là où il y avait une question, c'était une vraie réponse écologique, puisqu'on faisait payer les poids lourds. Là, l'État, et là, c'était Madame Ségolène Royal, il faut quand même s'en souvenir, le coût est environ de 1,2 million, 1,3 milliard, 1,2 milliard. Le contrat qui a été signé par l'État, c'est comme si vous avez, vous vous rappelez un artiste, vous parlez de Jean Bizarre, Serge Gainsbourg, il y a quelques décennies, et bien là, c'est l'État qui a indemnisé. On a les portiques, mais le contrat qui avait été signé par l'État a été déchiré. Donc, les investisseurs pour le Val d'Oise vont s'entourer de certaines sérieuses garanties. Mais en fait, comment se fait-il qu'il nous faille 10 ans pour réfléchir à des projets, alors que d'autres pays, en 5 ans, les projets sont déjà sortis de terre, finalement? Est-ce que là, on n'a pas des réformes institutionnelles à mener? Je crois surtout que c'est une question de courage politique. Là, vous vous rendez compte, un ministre, donc je pense qu'il avait quand même travaillé un minimum le dossier en 2016, 3 milliards d'investissements privés, reprenez ce que ça représente au niveau convertissez en francs. C'est un énorme projet, c'est le plus gros projet privé, peut-être indépendamment d'une centrale nucléaire, ce genre de choses. C'est quelque chose de colossal. Donc la question qui se pose, c'est d'avoir un minimum de suite dans les idées lorsqu'on est aux manettes. Et de pas, là, véritablement, il n'y a aucune raison. Quand j'entends Elisabeth Borne au banc des ministres au Sénat nous dire que c'était un projet daté, mais l'État va considérer qu'un projet privé est daté, mais qui se mêle de ses affaires. Il est déjà incapable de gérer son propre budget, incapable d'assurer la sécurité, incapable de faire en sorte que nos réformes, notamment concernant la santé, ça se déroule dans le bon côté. On va en parler dans quelques secondes, justement, de la santé. Avant, dernière question, j'aimerais qu'on parle un petit peu des élections municipales, si vous voulez bien, Sébastien Meurant. C'est le 15 et 22 mars, alors que va-t-il se passer pour les LR? Quand allez-vous nommer des représentants? Pas nommer, on ne nomme pas les maires. L'époque de Napoléon III, malheureusement, est révolue. Oui, bien sûr. Mais quand allez-vous délivrer les... Alors, on a déjà commencé un certain nombre de soutiens, d'investissures pour les différentes listes, pour tous ceux qui nous le demandent. Je pense qu'il y aura une grande continuité chez les maires qui ont fait le travail, car les maires, et c'est le sens d'un courrier que j'ai fait à l'ensemble des grands électeurs avant la fin de l'année, c'est qu'eux sont au contact du réel. Eux vivent la même vie que leurs concitoyens, notamment dans nos villes valdoisiennes, qui sont des villes à taille humaine. Donc moi je pense que tous ceux qui auront été qui auront donné satisfaction, parce que le contrôle démocratique il s'exerce vraiment au niveau de la cité, au niveau des villes. Donc moi je suis extrêmement attaché, vous ne serez pas étonné en tant que sénateur notamment, qui est le Grand Conseil des communes de France, pour reprendre une terminologie très largement usitée. Je pense que ceux qui ont correctement
gérés, administrés, se sont correctement comportés, vont être élus. Donc, je pense une grande continuité. Après, pour avoir une analyse politique, la stratégie d'En Marche était évidemment la stratégie du coucou, puisqu'ils n'ont parlé de personnalités extrêmement peu de compétences et de personnalités qui ont un minimum d'expérience pour prendre les rênes d'une municipalité. Une municipalité, c'est une organisation, et comme toute organisation, eh bien, lorsqu'elle ne fonctionne pas, eh bien, il faut l'améliorer. Et on ne l'améliore pas en révolutionnant tout de A à Z. On parle de l'existant, des forces, des faiblesses, et on ne fait rien contre les hommes. On ne fait rien contre ceux qui font vivre les collectivités, qui c'est la fonction publique, et c'est toute la noblesse de la fonction publique qui est, je pense, méprisée par ce gouvernement qui s'imagine convertir l'État en start-up. Et ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi qui ai été maire 10 ans, qui ai pris une ville qui était au bord de la faillite, qui avait 40% d'emprunts toxiques, etc., j'ai gagné petit à petit, en passant beaucoup de temps, en parlant beaucoup, la confiance des syndicats, et on a fait des choses qui étaient très 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 loin de ce qui était envisageable au départ. Lorsqu'on regardait syndicat CGT, on a gagné la confiance, on a travaillé ensemble, et on a réussi à faire fonctionner les choses. Donc je pense que tous les élus qui ont bien géré leur commune, qui ont été proches des citoyens, qui n'ont pas trahi la parole qu'ils avaient portée en 2014 seront élus. Donc En Marche, très très peu de têtes de liste, parce qu'ils ont, à mon avis, ils auront très peu de succès. Ça, on a compris, vous avez dit la stratégie du coucou, c'est original. Ils ont essayé de négocier auprès de certains maires une ou deux personnes qui auraient la carte En Marche pour de dire on ne présente pas de personnes de liste, mais parce qu'ils sont incapables. Et je termine sur ça, c'est que la difficulté du président de la République, c'est que la démocratie, pour vivre, a besoin des partis politiques. Alors pour les LR, donc ce sera le 18 janvier, la nomination, les investitures, la liste des investitures pour le Val d'Oise. Quand allez-vous tous les mois, depuis le mois de septembre, nous avons commencé à donner soit des investitures, soit des soutiens. D'accord. Et donc, ça se déroule en fait tous les mois. Nous avons un comité départemental et nous avons été même amenés à avoir des élections comme on a un parti démocratique. Sur certaines communes, il y avait plusieurs candidats. Donc, nous avons procédé au sein du Parlement du parti au sein du département, donc à des élections. Et notamment à proximité, il y a une ville comme Montmorency, où nous avons eu un jeune brillant qui s'est présenté face à une maire qui est sortante, et cette maire n'a pas eu le soutien du mouvement politique. Donc le soutien des LR va aller à Montmorency à quelqu'un qui n'est pas sortant. La capacité d'un parti, c'est également, un mouvement politique, c'est également de dire, lorsqu'on pense que telle personnalité ou telle expérience a été un échec, c'est pas d'aller dans le mur et de continuer avec la même personne, cette capacité à mettre des jeunes talents, on va appeler ça comme ça, pas forcément des personnalités bizarres, parce que je pense quand même, pour rassurer, pour donner confiance, il vaut mieux quelqu'un d'avoir un esprit, moi je suis plutôt d'un esprit classique, hein, même si d'avoir la tête dans les étoiles. Pas comme les Britanniques, donc. Voilà, pas forcément comme les Britanniques pour gérer une collectivité, parce qu'une collectivité, comme une entreprise, et comme la confiance ou la réussite se construit petit à petit, mais ça tombe très rapidement. Merci Sébastien Meurant pour ce sujet. Donc je rappelle que pour vous inscrire sur les listes électorales, vous avez jusqu'au 7 février pour vous inscrire. Profitez-en puisque les élections sont le 15 et le 22 mars et c'est important de s'exprimer, notamment pour élire celui qui gère la commune où on vit quand même. Voilà, on va faire une première pause musicale si vous voulez bien et puis on revient avec vous dans quelques secondes. Pour changer de sujet, on va parler alors de la réforme de la santé. On va déjà demander à nos invités ce qu'ils pensent de l'état actuel. Sébastien, Joël, c'est un fin d'année, on s'est vu. Oui, il m'a dit, oui. C'était une animation là, que vous faisiez à Saint-Lô. Oui. Ah oui, ça c'est... Là c'est pareil, hein. Depuis quelques années on nous demande aux maires de savoir s'ils ne connaissent pas des médecins, il y a 10 ans, hein, c'était pas ça quand vous avez commencé.
T'as pas un copain médecin, t'as pas un copain. Enfin, moi, j'ai Tout le monde cherche des médecins pour des s'installer. médecins, Qui restent dingues. un kiné. Enfin, moi, j'ai des copains qui viennent de Mais je comprends pas. Paris. Il y a un médecin généraliste sur 2 qui refuse de nouveaux patients, hein, c'est fou. Et puis il y en a. J'ai vu que, alors je sais plus dans quel pays, ils sont en train, dans quelle ville. Non, c'est en France. Ils sont en train, j'ai vu ça, ils sont en train de rappeler les médecins à la retraite. C'est obligé, en fait, c'est obligatoire. Ils rappellent les médecins à la retraite pour venir Il faut, c'est un système incitatif justement pour les médecins qui sont en âge de partir à la retraite, pour les inciter à continuer à travailler. Et puis à l'autre bout de l'échelle, si c'est pas long, se soigner. Parce qu'ils mettent au moins 5 ans à s'installer, et voire plus. Oui, c'est vrai. Et notamment pour les médecins, ce qui est bête, c'est qu'il y a 2 ans à la CAMF, il n'y a pas de raison. J'ai cru que ça allait être imprononçable, mais ça va. C'est l'administratif. C'est un système très simple sur C'est vrai, ça. c'est écrit comme ça. Pas que, ils sont isolés, c'est-à-dire qu'un médecin qui est tout seul, il ne peut pas proposer de solution à son patient. Quand il dit qu'il faut aller voir le cardiologue, mais il n'y a pas de cardiologue à moins de 50 km, pas de rendez-vous avant un an. Il répond quoi à son patient? Travailler par exemple une semaine par mois. Mesures de santé, il faut. Les CPTS qui se mettent en place et qui sont une option, mais c'est tellement compliqué à mettre en place ces CPTS. Parce que bon, notre métier en laine, Oui, ça suffit, j'en ai pas besoin de beaucoup aujourd'hui. C'est beaucoup trop, donc à partir C'est un de certain travail âge, de dingue maintenant, dans on les dit que CPTS. Ça devrait quand même simplifier. Ça, les espèces de dégradation, là, on le trouve partout. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, moi, il y a 3, 4, 5 ans, on n'avait pas ça avant. À ce point-là. Oui, tout à fait. Et là, je pense que dans les années 90, on a commencé à Pas de hasard. Tout ce qui arrive n'est pas fait de hasard. Bah non. Le problème, c'est que ça arrive 20 ans après. Oui. C'est comme j'ai une patiente qui me disait j'en veux beaucoup à Mitterrand parce que tout ce qui se passe un peu à cause de lui. La retraite à 60 ans, c'était à 65 ans. Elle serait restée On va y à 65 retourner ans. dans On peu dirait de aux gens, temps. Maintenant, vous avez la retraite à 64 ans, tout le monde serait heureux. Philippe, Et puis, on y retourne? Bien sûr. On y retourne. Les micros devant vous. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien Meurant, sénateur du Val d'Oise, de Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé, de Pauline Lefortier, infirmière à Parmain, et de Jean-François Damour, médecin vasculaire à la clinique Claude Bernard. Alors nous allons aborder le second gros sujet du jour, c'est la réforme globale de la santé. Et Frédéric Bizard, vous vous posez la question, c'est pour quand? Vous venez d'ailleurs de publier un livre aux éditions Fauve. J'allais dire que votre livre, c'est une vraie lettre ouverte au président de la République, si j'ai bien compris. C'est à la fois un historique de ce qui se passe actuellement, mais en même temps, vous proposez une réforme, j'allais dire, révolutionnaire pour gérer de manière autrement de ce qu'on fait actuellement. Expliquez-nous un petit peu votre philosophie. Comme on le dit dans la lettre ouverte, puisque c'est une démarche collective sur laquelle je vais revenir, mais c'est un livre d'espoir. C'est-à-dire face à cette dégradation du système qui n'a rien du fait du hasard, mais qui est liée aux politiques publiques qui ont été menées depuis 20 ans, soit par des réformes erronées, soit par des réformes insuffisantes, soit par l'absence des réformes qu'il fallait faire. Mais donc, on récolte ce qu'on a semé. Donc nous, c'est un livre d'espoir parce que je pense qu'à partir du moment où on travaille sur les solutions, sur le programme de refondation, on est déjà plus du côté de l'espoir que du désespoir. Alors, je pense que le travail qu'on a fait était plus du domaine des pouvoirs publics, mais nous avons malheureusement dans ce secteur de la santé, c'est pas vrai pour tous les secteurs, l'État travaille un petit peu à l'avenir d'un certain nombre de secteurs, mais pas celui de la santé. Il n'y a aucun parti politique, il n'y a aucun homme politique qui s'intéresse sur le fond à la refondation du système de santé. Donc on se dit que c'est à la société civile de proposer des solutions. Juste 2 mots sur la notion de réforme, parce que on l'a vu avec et vous parlez d'approche révolutionnaire, ce qui n'est pas le cas. Cette notion de réforme, cette notion de systémique, voire encore plus de disruption, briser en morceaux, tout ça, en fait, on l'a vu avec les retraites, est très anxiogène pour la population. Il ne s'agit pas en fait de repenser l'ensemble du système et de tout transformer. Il s'agit avant tout d'adapter un système par rapport à un monde qui a radicalement changé. Là où je crois que le président actuel avait une juste vision, c'est que clairement, il va falloir adapter un certain nombre de modèles économiques et sociaux à un monde qui a radicalement changé. Et ça, quelle que soit son obédience politique, je pense qu'il faut le comprendre, ce monde-là. En matière de santé, vous avez 3 évolutions structurantes. La première, c'est la
transition démographique, la deuxième, c'est la transition épidémiologique, la troisième, c'est la transition technologique. 2 mots là-dessus, et pour voir en quoi ça impacte. Alors, je suis d'accord avec le sénateur Mans, c'est une bonne nouvelle que les gens vivent plus longtemps, mais ça transforme quand même le paradigme d'un système comme le système de santé, puisque à partir du moment où vous avez une population vieillissante, vous êtes dans l'obligation de vous intéresser à la qualité de ce vieillissement, de faire en sorte que les gens vieillissent, certes, mais dans quel état est-ce qu'ils vieillissent? Parce qu'évidemment, ça va impacter considérablement les dépenses de santé, leur qualité de vie, voire la force du développement économique. Bon, l'intensité du développement économique. Donc, il faut passer d'un modèle, par exemple, qui était essentiellement curatif, et à juste titre curatif au XXe siècle, et d'ailleurs hospitalo-centré, et à juste titre hospitalo-centré dans le milieu du XXe siècle, puisqu'on était sur des pathologies aiguës qui nécessitaient vraiment de regrouper dans un endroit principalement les principales technologies et la haute on va dire, technicité humaine. Mais aujourd'hui, on est sur des pathologies chroniques qui ne nécessitent plus du tout les mêmes exigences en matière de développement. Mais surtout, de ça, je reviens sur le vieillissement en bonne santé, qui nécessite de s'occuper autant des bien portants que des malades. Mais ce n'est pas quelque chose de sympathique à avoir ou une ambition purement philanthropique. C'est une obligation. Un bon système de santé sera un système de santé qui sera extrêmement performant sur les personnes bien portantes pour justement accompagner un vieillissement en bonne santé. Est-ce que le système français a été pensé comme ça? Non. Il n'est pas du tout pensé, adapté. C'est pas parce qu'on est incapable de faire de la prévention, on n'a pas le personnel, on a tout. Ce pays a tout. Aussi dans le message d'espoir, c'est là aussi où on essaie de quand même forcer un petit peu les pouvoirs publics à agir. C'est que ce pays a tout pour réussir, en particulier en matière de santé. On a les ressources humaines qui sont quasiment uniques au monde. On a des ressources technologiques quasiment uniques au monde qu'on partage avec d'autres. Enfin, en tout cas, on les a. Et on a les ressources financières, puisque, contrairement à ce que j'entends matin, midi et soir, autant il y a une très mauvaise allocation des ressources, on va y revenir, mais on ne peut pas dire que l'État français ne dépense pas assez pour les santé comme pour les retraites. Donc, ce n'est pas un problème de ressources globales. Deuxième transition, c'est la transition épidémiologique que l'on peut appliquer à l'ensemble du modèle social, puisque... Alors expliquez aux auditeurs qu'est-ce que vous appelez épidémiologique, justement. Le modèle de protection sociale, c'est pour protéger les Français par rapport à des risques sociaux. Le risque de la retraite, il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on a un système de retraite? C'est pour protéger les Français une fois qu'ils arrêtent de travailler, pour qu'ils aient un revenu décent. Pourquoi est-ce qu'on fait un système de santé? C'est pour protéger les Français par rapport à un risque qu'on appelle la maladie, qu'on peut protéger en amont, pendant, après. Bon. Donc pour ça, il faut des systèmes. Or, ces risques sociaux, on peut des choses sur la pauvreté, sur le chômage. Ces risques sociaux sont en train de se transformer considérablement, avec notamment un point commun qui est l'allongement de ces risques sociaux. Donc là, quand vous passez de risques courts à des risques longs, ça modifie complètement l'approche et la gestion de ces risques-là. D'une approche qu'on appelle post-risque, c'est-à-dire où on s'occupe des citoyens lorsque ce risque est exprimé, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est à la retraite, lorsqu'on est au chômage, lorsqu'on est pauvre. Vous êtes obligé de passer à une approche en amont de ce risque et le plus tôt possible dans la vie des citoyens pour pouvoir anticiper, appréhender et, si possible, rendre le citoyen le plus autonome possible dans la gestion de ce risque. Alors, ce n'est pas une approche libérale ou avec comme souvent on peut l'entendre, oui, il faut que le citoyen soit autonome. Non, c'est une approche, c'est une question d'efficacité du nouveau modèle de protection sociale. Plus vous avez des individus autonomes dans cette gestion du risque, parce que ce risque est long, prenons quelqu'un qui a un diabète. Est-ce qu'on peut penser que simplement de garantir un accès aux soins à une infirmière ou à un diabétologue ou un médecin généraliste suffit pour que cette personne diabétique vive bien son diabète tout au long de sa vie? Évidemment que non. Donc c'est une approche d'accompagnement, c'est une approche de personnalisation qu'il faut mettre en place. Donc, nouveau paradigme stratégique dans la gestion de ce risque. On parle de santé, mais on peut parler des autres risques. Troisième transition, c'est cette rupture technologique qui n'est qu'un moyen. J'entends souvent, il suffit de développer l'intelligence artificielle pour que le système se transforme. Non, ce ne sont que des moyens, mais ce sont des moyens absolument indispensables pour permettre de gérer les deux premières transitions. Prenons juste un exemple, je vous parle de personnalisation de l'approche. Il est clair que le numérique, que la digitalisation de notre système de santé est un excellent outil pour permettre à chacun en temps réel d'avoir une information la plus pertinente possible sur son état de santé, ses risques et comment est-ce qu'il peut améliorer sa qualité de vie. Voilà, donc pour revenir sur notre approche, je pense que
avant de parler de solution, il est tout aussi important d'avoir une démarche qui soit la plus consensuelle possible. J'entends beaucoup les rivalités gauche, centre, droit et tout ça, mais honnêtement, si on regarde avec un petit peu d'objectivité, on parlait de récolter ce que l'on a semé. Depuis une vingtaine d'années, vous avez eu à peu près un partage des pouvoirs entre la gauche et la droite. Donc je pense qu'aujourd'hui, il serait objectif de dire que clairement c'est un échec collectif, sur un plan politique. Bon. Ces réformes-là doivent être des réformes qui doivent être transversales sur un plan politique. Pourquoi? Vous n'allez pas réformer les retraites pour 5 ans, vous n'allez pas réformer la santé pour 5 ans, pour 10 ans. Donc il faut trouver au cœur de la société française des valeurs et des solutions, des orientations qu'une majorité des Français partagent. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup en amont, et c'est pour ça que moi j'ai créé l'Institut Santé, mais qui fait ce qu'il peut à son échelle, et on va essayer d'aller bien plus loin sur le plan du partage, de l'échange, pas à partir d'une feuille blanche, parce que aussi, il y a beaucoup d'hypocrisie, vous savez, aussi il y a beaucoup de démarches citoyennes et tout ça, mais qui sont relativement hypocrites dans le sens où on dit, bah, écoutez, envoyez-nous vos idées, et puis on en prendra soin. Non, faut pas. Il est évident qu'il faut encadrer ça, oui, c'est un leurre, il faut nourrir ça et faire partager et enrichir par une démarche citoyenne, mais pas l'inverse, hein, comme on voit beaucoup, et d'ailleurs y compris avec le pouvoir en place, où on voit beaucoup de démagogie citoyenne. C'est dommage d'ailleurs que je pense que la démarche de 2017 n'était pas démagogue, autant on voit que dans l'exercice du pouvoir, elle est devenue relativement démagogique. Bon. Donc, mais les autres la font peu, donc c'est pas mieux. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des facteurs clés de succès, encore une fois, avant de parler de ce qu'on va faire, sur comment on le fait. Partageons le diagnostic, qui est factuel. Je pense que les professionnels de santé qui nous accompagnent ce matin partagent le diagnostic. Et moi, je l'ai vu parce qu'on a vraiment une approche transpartisane. On a des gens qui se sont jamais parlé, qui sont responsables soit uniquement d'un secteur très public, qui ne pensent que public, et puis des gens qui sont très libéraux, qui n'ont fait que de l'exercice libéral. Bref, on a réuni tous ces gens-là. Et ce que je vous dis là n'est pas un vœu pieux, c'est quelque chose qu'on peut réaliser assez rapidement. Partageons le diagnostic, partageons les valeurs, qui sont des valeurs essentiellement républicaines. Notre système de santé, c'est le seul au monde à s'occuper de liberté. Par exemple, est-ce qu'on veut conserver cette spécificité française qui est de préserver la liberté de choix pour le patient de son professionnel de santé, la liberté d'installation du professionnel de santé? Est-ce qu'on veut préserver ça? Il n'y a aucun autre pays qui s'en occupe, y compris les pays les plus libéraux. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes dans les mains de vos assureurs privés, c'est eux qui décident de où et comment vous allez être soigné. Vous êtes en Angleterre, un pays très libéral, c'est le système, c'est l'État qui décide de où et comment vous allez être soigné. Bon, nous on a fait un autre choix, peut-être pas par hasard, encore une fois, il n'y a pas de hasard non plus parce qu'on a fait, mais voilà des choses sur lesquelles, là, et là les responsables politiques qui parlent souvent de santé en parlant de l'organisation des services hospitaliers, surtout pas M. Meurant, mais en tout cas beaucoup d'autres que j'entends, puisque je côtoie un certain nombre de parlementaires et de responsables, je leur dis, mais essayez de porter le débat sur un plan politique. Qu'est-ce qu'on veut comme système de santé demain? De la même façon pour les retraites. On n'a pas donné de sens à cette réforme des retraites. Donc à partir de là, les Français, encore une fois, parce que réforme, c'est reformer. C'est puis alors quand on parle de disruption, encore une fois, tout casser, on va tout réinventer. C'est extrêmement anxiogène pour les gens. Alors qu'y compris cette réforme des retraites n'est qu'une adaptation du modèle existant, n'est que la continuité de l'histoire qui a été faite. On ne fait que continuer l'histoire. Donc finalement, pour vous, le mot réforme, c'est un mauvais mot. Oui, c'est un mauvais mot, je pense. Mais on l'emploie tous. Hein, donc voilà, moi j'emploie plus refondation, mais refondation n'est pas un mot idéal. Je préfère l'adaptation. Il faut adapter le système de santé au nouvel environnement. Mais il faut bien avoir conscience que cette adaptation, attention, parce que j'entends aussi souvent, elle ne peut pas être marginale. Elle ne peut pas être, alors pour le coup, pour reprendre un mot un peu technique, paramétrique, c'est-à-dire j'augmente la dépense dans tel ou tel secteur. Non, il faut là véritablement avoir une adaptation globale, stratégique. Il faut passer d'un système de soins à un système de santé. On ne peut plus simplement axer toutes les énergies, toute la gouvernance, la majorité des dépenses, vous l'avez dit tout à l'heure, la majorité des ressources humaines sur le curatif. Il faut avoir une vraie stratégie
de maintien en bonne santé, parce que ce n'est pas simplement une affaire de prévention médicale. Il faut avoir une adaptation opérationnelle. On ne peut plus prendre en charge les gens comme on les prenait avant, pas simplement avec les nouvelles activités qu'il faut mettre en place, mais simplement si on prend la répartition entre l'hôpital, la ville et le médico-social, clairement, et là, les hospitaliers, avec la crise hospitalière actuelle, sont plus sur on ne change rien, il faut plus de moyens. Donc vous voyez que ce n'est pas simple, il faut expliquer. Hein, et on peut les comprendre, parce que par rapport à l'argent très important qui est dépensé à l'hôpital public, quand on voit le salaire des infirmières, quand on voit les conditions de travail du personnel soignant, c'est juste impensable. Justement, on a une infirmière à nos côtés, on va lui poser la question directement. Ce sera bien plus simple. Vous, Pauline Lefortier, comment ça se passe pour vous? Et puis la réforme, puisque même si vous n'aimez pas ce mot, Frédéric Bizard, je suis obligée de le prendre quand même. La réforme proposée par Agnès Buzyn, qu'en pensez-vous? Est-ce une vraie réforme ou est-ce juste un petit pansement sur une jambe de bois? Voilà. Non, je pense que Mme Buzyn, comme beaucoup de nos politiciens, et j'en suis désolée, sont déconnectés de la réalité du terrain, c'est-à-dire que les personnels des hôpitaux qui sont en grève depuis plusieurs mois, ce qu'ils demandent, ce n'est pas une augmentation de salaire, ce qu'ils demandent, c'est des collègues et du matériel. Il faut savoir qu'un exemple tout simple, hein, en réanimation pédiatrique en Ile-de-France, l'hiver dernier, il y a eu 3 bébés de transférés hors Ile-de-France parce qu'il n'y avait plus de lits en réanimation pédiatrique sur l'ensemble des hôpitaux de l'Ile-de-France. Du 1er octobre au 15 novembre, il y a eu 25 bébés de transférés à Lille, à Reims ou dans d'autres villes parce qu'il n'y avait pas de place. On s'est retrouvés certaines nuits sans SAMU pédiatrique en Ile-de-France parce qu'ils étaient tous en train de transférer des bébés, épidémie de bronchiolite. Donc oui, il y a besoin d'une réforme du système de santé. J'aime pas ce mot-là. Je pense qu'il faut qu'on adapte le système de santé à la manière dont on soigne les gens actuellement. Il y a 20 ans, on était opéré d'une appendicite, on restait 1 semaine, voire 10 jours à l'hôpital. Aujourd'hui, on y passe une nuit. C'est très bien, c'est tant mieux, les gens se rétablissent mieux chez eux. Il y a des services où on peut se permettre de fermer des lits. Il y a des interventions qu'on peut faire maintenant en ambulatoire qui avant nécessitaient une dizaine de jours d'hospitalisation, puis une quinzaine de jours de rééducation, la prothèse de hanche par exemple. Sauf qu'il y a d'autres services qui tournent à flux tendu, qui n'arrivent plus à recruter parce que justement ils sont à flux tendu. Le personnel qui est encore dans ces services-là arrive à bout de souffle, ne tient plus. Mes collègues à l'hôpital cumulent 10-15 jours de congés qu'ils ne peuvent pas prendre dans l'année sur des contrats par temps. Dieu sait si un jour ils pourront les prendre. Et en fait, on est dans un système infernal. C'est le serpent qui se mord la queue et on n'arrive plus à sortir de ce problème-là. L'économie d'échelle ne vaut pas de mettre en danger nos patients au jour d'aujourd'hui, que ce soit à l'hôpital ou en ville. On a du mal à trouver des médecins. On ouvre le numerus clausus, dans 10 ans on aura des médecins. Aujourd'hui, on n'en a pas plus. Enfin, cette année, il n'est pas encore ouvert. Hein. Non, il est question de rouvrir. On en parle, donc on attend toujours qu'on l'ouvre. On avance. Moi, ça fait 13 ans et on va rechercher des médecins. Ça fait 13 ans que j'entends dire, dans 10 ans, il y aura des médecins. Donc la question est... Ah oui, non, qui l'a créé. Oui, ça c'est vrai. On a fait passer le numerus clausus de plus de 8000 jeunes, plus de 8000 internes, à 3500 en 1990, pendant 15 ans, parce que les pouvoirs publics ont cru que moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de dépenses. On se dit, tiens, si on réduisait le nombre de médecins par 2. Mais c'est quand même très significatif, et gauche et droite l'ont fait, c'est très significatif de voir comment notre système de santé, qui a été extraordinairement conçu, mais il y a 70 ans, quand même aujourd'hui pâtit d'erreurs, de décisions totalement erronées des pouvoirs publics. Et clairement, depuis 20 ans, c'est une succession d'erreurs. D'accord ? Donc, franchement, voilà, c'est pour ça que, au moins, ce qu'il y a dans ce renouvellement, notre sénateur qui est ici présent, qui fait partie du renouvellement, quelle que soit la couleur politique, mais je crois que ça, c'est important quand même à comprendre. Et vous savez, ce que disait, ce qu'on a mis, nous, au début de notre livre, c'est la phrase de Keynes, hein, c'est que finalement, le changement, la difficulté du changement, c'est pas de comprendre les nouvelles idées, c'est de s'éloigner des idées anciennes. La difficulté, c'est de faire admettre au pouvoir politique qu'on s'est trompé. Que depuis 20 ans, la création des ARS, l'étatisation complète du système, alors qu'on avait un système qui était très décentralisé, très dépendant des décisions qui étaient prises à l'échelle locale par les professionnels de santé, très dépendant de la relation entre les professionnels de santé et les patients, très dépendant des collectivités territoriales, de la qualité pour que les gens s'installent, parce que ce dont parle Madame qui est très juste, c'est un problème d'attractivité, pas un problème de salaire, même si le paramédical... Les postes sont supprimés aussi. Hein. Les postes sont supprimés. Vous savez qu'il y a 30%,
des PH, des postes vacants dans les personnels, dans le milieu hospitalier. Dans les médecins hospitaliers. Je ne sais pas quel est le taux de vacances, je crois qu'il était de 900 juste pour la PHP, pour le paramédical, mais on a déjà un problème que les gens ne veulent plus aller travailler sur un certain nombre de lieux. Donc, juste la PHP, pour moi c'est un problème à part, puisque en Ile-de-France, le coût de la vie est beaucoup plus cher. Je mets au défi n'importe qui, en étant jeune infirmier, en touchant 1 600 € brut par mois, de se loger pour pouvoir aller travailler à la PHP. Non, mais tout simplement. Moi, à part ça, j'ai d'autres collègues en province qui pointent au chômage parce que les postes ont été supprimés. Oui. Voilà. La PHP, c'est... je dis pas que c'est à part. Si, c'est à part, puisque la vie y est plus chère, parce qu'il y a ce problème d'éloignement, de transport en commun, parce que pour se loger, il faut aller plus loin. Parce que quand vous travaillez du soir, à 23h, vous n'avez plus forcément de RER qui s'arrête chez vous, parce qu'à 5h du matin, vous n'en avez pas forcément non plus, et que ça peut poser problème les jours fériés, les dimanches, parce qu'on travaille aussi les jours fériés, les dimanches. Donc la PHP, c'est à part. En province, il y a beaucoup moins de problèmes de recrutement, il y a surtout beaucoup de services qui ferment, et beaucoup de services de proximité qui ferment, de services d'urgence qui ferment. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est les urgences du Mans qui ont fermé leurs urgences, l'hôpital du Mans qui a fermé ses urgences ce week-end parce qu'il n'avait plus de lits dans l'hôpital pour accueillir les malades. Alors du coup, est-ce que ça pousse les infirmières à s'installer en libéral ? Alors, on est un peu plus nombreux qu'avant. Après, le libéral, on a un peu plus de travail puisqu'il y a le virage ambulatoire qui a été pris. Après, c'est pas non plus monstrueux. Il faut savoir que l'espérance de vie, entre guillemets, d'une infirmière ou d'un infirmier jeune diplômé est de 5 ans. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, en moyenne, au bout de 5 ans, un infirmier change de carrière. Change de carrière. Parce qu'il est fatigué, c'est trop usant. Parce qu'on ne tient pas le choc. Parce qu'on ne tient pas le choc. Alors, Frédéric Bizard. Non, parce que c'est extrêmement intéressant ce que dit madame, c'est que pourquoi est-ce que à la PHP ça se passe plus mal qu'ailleurs? Pourquoi? Enfin, je veux dire, l'Île-de-France était quand même, avait une offre hospitalière, une offre magnifique parmi les plus extraordinaires. Non, mais attendez, parmi les plus extraordinaires au monde. Pourquoi est-ce que finalement tout ça, en une vingtaine d'années, s'est dégradé au point que ça devient le lieu où les gens ne souhaitent plutôt moins travailler qu'ailleurs? Il y a une question de salaire, madame l'a dit, de pouvoir d'achat. Mais je peux vous mettre au défi que si vous augmentez de 200 ou 300 € le personnel hospitalier, vous ne réglerez pas le problème. Donc le problème, il vient encore une fois de ce changement complet d'environnement où nous, par exemple, nous suggérons de supprimer la PHP. Pourquoi? Parce qu'avant, autant ce lieu clos, cette bunkérisation du milieu hospitalier où on ne pensait que avec l'hôpital pour traiter un certain nombre de pathologies, tout ça est fini. On sait bien que c'est un continuum, le parcours de soins. Et donc, il faut insérer les hôpitaux, si l'hôpital public veut survivre, dans ce continuum-là. Et on a un APHP qui est totalement fermé, ultra bureaucratique. Et plus ça va mal, plus il se technocratise. Plus les gens du terrain se sont éloignés des décisions, comme le sénateur l'a dit tout à l'heure. Donc, en fait, on est dans un système dont chaque décision, qui est présentée comme un progrès, en fait, aggrave la situation. Mais ça, je pense qu'il faut que ça soit partagé, parce que nous, on le voit sur le terrain, c'est vraiment partagé. On dit, mais ceux qui nous gouvernent sont tellement loin, madame l'a dit, tellement loin des réalités. Donc, il faut changer la gouvernance. Si c'est comme ça, il faut changer la gouvernance. Nous, on a beaucoup travaillé sur la gouvernance. La mère des réformes, comme en effet, je partage ce point, la mère des réformes probablement en France, c'est la réforme de l'État. Quand vous avez l'opérateur principal, que ça soit d'une entreprise, d'un pays ou d'un système de santé qui dysfonctionne, qui n'est plus efficace, il est évident que tout le système, tout ce que pilote cet opérateur dysfonctionnera aussi. Donc en matière de santé, c'est ça la mère des réformes. D'abord, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Parce que l'État a pris le contrôle, notamment après les ordonnances Juppé de 95, et puisque la haute fonction publique rêvait de ce virage étatique. Puisqu'en fait, ce qu'on a dit totalement à tort, c'est qu'on a dit, s'il y a des surdépenses, comme c'était le cas dans les années 90, puisqu'on dépensait 2 à 3 fois le rythme de la croissance du PIB, ce qui est un problème. Mais on a dit, c'est à cause des libertés, de l'excès de liberté des soignants et des soignés. Donc, essayons de reprendre le contrôle. Il faut voir comment tout ça s'est formé quand vous regardez un petit peu les rapports de cette époque-là. Bon, donc on a fait une erreur, je dirais stratégique originelle, de diagnostic, qui a conduit à un changement sans l'assumer.
Parce que jamais on a dit aux Français, on va quand même aller plutôt vers un modèle un peu à l'anglaise, où l'État va reprendre un petit peu la main. Parce qu'on sait bien que sinon, ça n'aurait pas été accepté. Donc, en réalité, l'État a repris le contrôle, mais sans aucune vision. C'est une étatisation sans élan, sans vision. Donc, encore une fois, c'est pas très étonnant que nous en sommes là. Vous avez aujourd'hui des ressources extraordinaires complètement déboussolées. Et vu de l'extérieur, c'est juste incompréhensible. Il y a franchement, parce que vous pouvez inverser les choses très rapidement, parce qu'on a l'essentiel, qui sont les ressources humaines, technologiques et financières. Donc on a l'essentiel pour retourner la situation. Alors Frédéric Bizard, votre livre, le livre que vous venez de publier aux éditions Fauve, et alors la réforme globale de la santé, c'est pour quand? Vous ne l'avez pas écrit tout seul, vous avez coécrit, vous êtes au moins une trentaine, et il y a tout type de spécialités qui ont réfléchi autour des propositions qui sont magnifiques dans ce livre. Alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement des solutions, et alors notamment, vous dites qu'il faut créer des QES. Alors, c'est un peu compliqué. Voilà. On va dire des choses très simplement. Voilà, expliquez-nous. Il faut s'occuper des bien portants. Voilà. Ça ne peut pas être la direction de l'offre de soins qui existe aujourd'hui, ou la direction de la santé qui existe aujourd'hui, qui est en fait un service de l'État, avec des gens qui sont tout à fait compétents, mais qui sont uniquement des technocrates qui prennent des décisions qui n'ont aucune réflexion en matière de santé publique. Ce n'est pas leur métier. Bon, donc il faut créer, comme ça existe, alors pour le coup, des pays comme les pays nordiques ou les pays anglo-saxons ont créé depuis une centaine d'années, parce que ça a été leur approche, des grands instituts de santé publique. La santé publique, c'est quoi? C'est la santé qui se préoccupe des populations, donc aussi bien des gens bien portants que des gens malades. Donc il faut qu'on ait un tropisme, et même il faut un transfert de la gouvernance, de ce qui est curatif, de l'hôpital, des médecins de ville, vers cette santé publique-là. C'est ça qui doit piloter le système. Donc il faut mettre en place, nous avons parlé donc d'un institut pour la qualité et l'équité en santé, qui regrouperait en fait les institutions à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. Voilà, l'intérêt c'est que... En fait, vous imaginez une régionalisation de cet institut. Alors attention, hein, quand on parle, nous allons plus loin que la régionalisation, puisqu'on va y revenir, mais on considère qu'une fois qu'on a créé cette gouvernance, pour le coup, qui doit être pilotée par l'État. Parce que la santé publique, c'est une responsabilité régalienne. l'État s'occupe beaucoup des hôpitaux et des médecins de ville, mais très peu de ce qui lui revient, ce qui est la santé publique. Donc je reviens sur la chose, c'est que la réforme, là pour le coup de l'État en matière de santé, c'est de reconcentrer l'État et de rendre l'État fort là où il est faible aujourd'hui et là où il doit être fort en matière de santé publique, et plutôt de le mettre en retrait, là où il n'a pas à s'occuper de l'organisation au quotidien du système. Alors après, qui s'en occupe? Parce que c'est la relation entre l'État aujourd'hui et après. Bon, nous pensons qu'il faut repenser, alors certainement sortir du paritarisme, parce que aujourd'hui, on est sur des systèmes qui sont universalisés. Donc les syndicats doivent être partie prenante, mais ils ne peuvent pas être les seuls autour de la table, puisque représentent les actifs. Donc il faut trouver un nouveau système de démocratie sociale autour d'un noyau dur. Qui est quoi? Nous, on a vu que certainement l'assurance maladie qu'il faut repenser doit être au centre de ce noyau dur-là. Pas simplement pour les médecins ou les infirmières de ville, le personnel de ville, mais pour l'ensemble du système, puisqu'il faut un continuum. C'est-à-dire que l'hôpital, le médico-social et la ville doivent être sous la tutelle, pour ce qui est de la gestion opérationnelle du système, d'une assurance maladie qu'on appellera assurance santé, parce qu'on veut aller, comme vous l'avez vu, de la maladie à la santé, elle ne doit pas s'occuper d'un vrai, et avec, pour juste une idée très concrète, parce qu'on a été très concrète, hein, c'est applicable demain matin, ce que l'on propose, c'est qu'on a créé des outils intéressants. On n'a pas rien fait depuis 20 ans. Les pouvoirs publics ont agi, même si souvent, encore une fois, ils n'ont pas suffisamment agi ou mal agi. Mais on a créé un institut qui est une organisation nationale, dont le nom est en train de m'échapper, mais va me revenir, qui est en fait qui est l'institut qui regroupe l'ensemble des parties prenantes du système de santé, qui se réunit 2 fois par an avec 8 collèges, et dans ces 8 collèges, vous avez l'ensemble des représentants. Voilà une belle initiative. On l'a fait aussi à l'échelle régionale. Bon,
Voilà une deuxième belle initiative. Mais en fait, ces organisations-là sont sur des strapontins, puisqu'on leur donne strictement aucun pouvoir. Ils n'ont pas. Et bien, nous proposons de donner un vrai pouvoir et de les mettre dans le conseil d'administration de l'assurance maladie pour véritablement créer cette démocratie sociale que l'on pense. Donc, vous voyez, on réorganise sur un plan. Oui, vous parlez de Santé publique France, je suppose. Oui, mais Santé publique France, c'est une petite agence avec peu de moyens, qui n'a aucune responsabilité pas assez de moyens, politique. vous voulez dire. Non, mais c'est qu'elle est simplement un opérateur d'exécution d'une technocratie qui n'ont aucun... Il faut transférer. Vous ne pouvez pas avoir des opérateurs qui décident sans avoir la connaissance de ce à quoi ils décident. C'est extraordinaire de voir le vide de connaissances sur un plan médical, santé publique, de ceux qui pilotent le système. Bon, eh bien, forcément, vous ne pouvez pas avoir y compris dans les agences régionales de santé. C'est juste hallucinant. C'est pour ça que vous avez un fossé qui se creuse jour après jour entre ceux qui pilotent à l'échelle nationale, ceux qui pilotent à l'échelle régionale et le terrain. Et c'est pas parce qu'il y a une détestation entre l'élite et la base. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit ça. C'est qu'il y a une absence complète, véritablement, de connaissances et de savoir dans ceux qui pilotent. Dernier point sur un plan, pourquoi je tiquais sur la régionalisation ? Pourquoi je ne crois pas à une régionalisation pure et simple ? Parce que nous faisons nous essayons d'appliquer un principe de réalité de ce qui existe en France. Je ne crois pas que la France va passer à une approche très girondine comme ça dans les 10 ans qui viennent. Donc il faut faire avec ce qu'on fait. Donc je crois qu'il y a une approche qui doit être régionalisée à un certain point dans la réflexion. Par contre, il faut absolument une territorialisation du pilotage au quotidien, qui n'existe pas aujourd'hui, juste dans les mots. Tout le monde parle de territoire, tout le monde veut des territoires. En matière de santé, vous avez des territoires pour gérer les hôpitaux, ce qu'on appelle les GHT, groupements hospitaliers de territoire, vous avez des territoires pour la permanence de soins, vous avez 36 territoires, donc aucun territoire. Nous pensons qu'il faut vraiment, et là pour le coup graver dans la loi, puisqu'il faut passer à une approche territoriale, il faut définir des territoires de santé. On a proposé un certain nombre, et l'INSEE a fait des remarquables travaux sur des territoires qui regroupent l'ensemble des services, donc il faut partir évidemment des travaux de l'INSEE, et vous définissez des territoires de santé. Et à partir de ces territoires de santé, vous mettez en place, ce que l'on propose, une vraie gouvernance avec les acteurs de terrain. Et les acteurs de ville, les acteurs de l'hôpital, les acteurs du médico-social et les collectivités territoriales. Puisque la santé, à partir du moment où vous avez une approche holistique, c'est pas une affaire uniquement de soins, c'est une affaire de transport, c'est une affaire de sport, c'est une affaire de nutrition, c'est une affaire de tout ça. Bon. Donc voilà, donc vous voyez, c'est déjà ça. Vous voyez que lorsque l'on discute de ça, d'abord, on est capable de trouver, croyez-moi, un consensus très fort. Et pour finir, parce que faut lire le livre pour avoir les choses. Bien sûr. Quand vous réfléchissez à tout ça, encore une fois, ce qui a été produit là, il n'y a pas un être seul qui peut le produire. C'est le résultat d'une intelligence collective. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des livres et autres, mais bon, moi, c'est ce plaisir-là que vous pouvez voir, c'est que vous allez de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus réaliste probablement. Mais donc, lorsqu'on réfléchit à tout ça, on se dit, mais d'abord, pourquoi le faisons-nous pas ? C'est plutôt un bon signe. Les gens se disent, mais ça paraît si simple. Ok, mais quel est l'obstacle ? Parce qu'il y a un obstacle, finalement. Ce que disent les politiques, généralement, c'est « Non, mais les professionnels de santé, de toute façon, ils ne voudront jamais. Les médecins ont un pouvoir politique très fort, ils vont se mettre devant, on va se faire machin. Donc, de toute façon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. » Non, quand vous réfléchissez à vraiment ce qui est absolument nécessaire et urgent, c'est la haute fonction publique qui n'a pas intérêt à cette réforme. Finalement, c'est ce qui... Je ne dis pas les politiques eux-mêmes, mais c'est ce qui pilote, finalement, de l'ensemble des politiques publiques en France, puisque là, ils ont pris un pouvoir... terrible, si vous voulez, ils gèrent 270 milliards, on a créé énormément de postes de fonction publique, bon, donc c'est eux le principal obstacle. Et donc, on en revient au fait, et c'est là où je partage aussi, c'est une grande déception aujourd'hui, jusqu'à maintenant en tout cas, puisqu'on avait promis de réformer l'État, c'est que finalement, il faut un président de la République qui puisse se mettre à une hauteur bien supérieure à sa haute fonction publique et qui puisse piloter indépendamment des freins de cette haute fonction publique. Et ça, pour le moment, on l'attend toujours. Donc, on revient à un sujet d'actualité du jour avec l'idée du gouvernement actuel londonien, qui est de rechercher des nouvelles compétences pour justement s'éloigner un peu de la haute fonction publique. On va faire une nouvelle pause musicale, si vous voulez bien, et on revient dans quelques minutes, toujours pour parler de la santé. On va entendre notamment Jean-François Damour sur... ce qu'il propose. Je vais te dire en micro, mais l'hôpital d'Aubonne, il y a la chirurgie ambulatoire. À droite, quand vous entrez, il y a 2 lits. Il n'y a pas de sanitaire. Donc l'hôpital a investi dans des peignoirs. Il n'y a qu'une infirmière qui accompagne les malades
ils n'ont pas mis de sanitaire. Ils ont fait une. Il n'y a pas de sanitaire. Donc il y a, dans la salle d'entrée, il y a interdit. Et les gens, ceux qui viennent se faire barber, vont dans la salle d'entrée aux toilettes, ils repartent. Donc ils ont acheté. Et il y a de l'infirmière qui accompagne les malades. Au Kremlin Bicêtre, ils ont fait la réa avec des gros poteaux au milieu des chambres. Et donc le môme, soit il est dans le couloir, soit il est dans la chambre et derrière le poteau, donc du couloir, on ne voit pas le bébé dans la couveuse. J'ai une patiente toujours à l'hôpital de Bonne qui était aux urgences, elle s'est retrouvée à côté du local des poubelles quand même. Bien sûr. Ah non, ça va, la polyclinique, non. C'est déjà ça. Non, mais Simone Veil, l'hôpital Simone Veil, c'est... Non, mais tous. J'ai une patiente, pareil, elle a une embolie pulmonaire. On lui dit, vous avez une embolie pulmonaire, il est 3h du matin, on n'a pas dit. Elle est passée un écho-doppler le lendemain. Ils n'ont pas fait d'injection pour la protéger. Pas d'antipolluant. De toute façon, Ils gardent les gens comme ça avec une embolie pulmonaire dans la rue. Parce qu'au niveau des enveloppes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était bien l'hôpital Jean-François aux urgences de Bonn. C'est bien, l'hôpital diminue ses dépenses. Par contre, on ne comprend pas la médecine de ville, ça augmente un petit peu. Bah oui, mais si les gens restent moins longtemps à l'hôpital, forcément derrière les soins ils continuent. Enfin, c'est des enveloppes séparées. J'aimerais bien qu'on parle de la recherche médicale également. Donc La recherche médicale, je suis non, un médecin de terrain. Moi, je peux vous dire ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on souhaite. Parce que le fauteuil est cassé. Oui, vous allez nous dire ce qui se passe sur le terrain, ce que vous souhaitez. Vous voulez intervenir, Sébastien Meurant? Moi, j'ai une belle sœur qui est infirmière libérale. Et une autre qui était, elle a changé de fonction, mais elle était adjointe de l'hôpital Foch, la DRH de l'hôpital Foch. Et les systèmes, notamment de paye, de tout ça, c'était horrible. Mais incroyable. Le problème, en fait, à l'hôpital public, c'est que oui, ça permet de faire des puisqu'on évolue, puisque voilà. Mais on a fermé partout, dans tous les sens, tout azimut, sans réfléchir au fait qu'il y aura toujours besoin de places de réanimation, qu'il y aura toujours besoin de places en maternité. On y retourne? C'est bon, Philippe, on peut? Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre Alain Souchon avec l'un de ses nouveaux titres. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien Meurant, sénateur du Val d'Oise, de Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé, et notamment pour son livre qu'il vient de publier et qu'il a coécrit avec une trentaine de professionnels de santé, qui s'appelle « Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» paru aux éditions Fauve, et puis de Pauline Lefortier, infirmière qui exerce à Permin, également administratrice de la Fédération nationale des infirmières du 95, et de Jean-François Damour, médecin vasculaire, qui exerce à la clinique Claude Bernard. Alors, Jean-François Damour, vous êtes aussi référent santé, vieillesse et handicap auprès des parlementaires. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'une réforme de santé? Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous? Alors, et puis que voyez-vous tous les jours également? Je suis également le coordinateur d'un mouvement citoyen qui s'appelle la carte dévitalisée. Et notre devise, c'est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Donc ensemble, c'est qui? C'est les partenaires habituels, bien sûr. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait les représentants des patients, puisque le système de santé, il est fait pour eux. Donc la moindre des choses, c'est quand même de leur demander ce qu'ils souhaitent. On veut également qu'il y ait les représentants de toutes les professions de santé. Étant donné que nous, on est sur le terrain, donc on voit ce qui se passe, on a des idées pour améliorer les choses. Et puis, bien sûr, on veut travailler avec des économistes de la santé, parce que si on fait des réformes, il faut qu'elles soient équilibrées sur le plan budgétaire. Donc, quel moyen, quelle marche supplémentaire par rapport à notamment tout ce que vient de dire Frédéric Bizard et Pauline Lefortier, vous êtes évidemment d'accord, quelle marche supplémentaire faudrait-il pour vous ? Pour avancer. Disons que notre démarche, c'est déjà d'informer donc les Français par le biais de la carte dévitalisée, qui est une petite carte, c'est une fausse carte vitale qu'on met aux patients. Et au dos de cette carte, vous avez des liens pour aller sur un site internet ou sur Facebook qui vous donnent des informations concernant la dégradation de notre système de santé. Et puis par ailleurs, on rencontre des politiques, donc des députés, des maires, des sénateurs, et on fait également des réunions publiques où il y a à la fois des patients, des élus et également des professionnels de santé. Donc ce qu'on veut, c'est, dans un esprit de convergence, réformer ce système de santé. On veut que les choses soient claires et transparentes, parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et puis je pense qu'il faut aussi discuter de ce qui peut être remboursé, de ce qui peut être pris en charge par les mutuelles. Et ça, Frédéric Bizard, il en parle
dans tous ces livres, et ce qui doit rester également à la charge du patient. Donc conserver le ticket modérateur, qui fait partie des principes fondamentaux de notre système de santé, avec bien sûr une exonération pour un certain nombre de cas, comme les gens qui sont en ALD, c'est-à-dire à 100%, les CMU, etc., pour les gens qui en ont réellement besoin. Mais ce qu'on veut, c'est rendre responsables les patients, et les politiques ont tendance à vouloir faire croire aux Français que la santé c'est gratuit et qu'ils n'ont plus rien à payer. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça entraîne une surconsommation médicale. En plus, on est dans une ère de pénurie d'offres de soins, que ce soit les infirmières, les médecins ou toutes les professions médicales et paramédicales. Et c'est la conséquence, comme l'a dit Frédéric Bizard tout à l'heure, du frein qui a été mis par les responsables politiques depuis 20 ans pour former les médecins. Et donc là, il y a des sujets urgents à aborder. Il y a justement cette pénurie de médecins, donc il faut agir aux deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire au niveau des jeunes médecins qui sont formés, ils s'installent, ils mettent 5 à 10 ans pour s'installer en ville, en sachant qu'il y en a en gros 40% qui s'installent en ville. Donc il faut rendre la médecine de ville plus attractive pour les jeunes, il faut les aider à s'installer rapidement, et à l'autre bout de l'échelle, il y a les médecins qui sont en âge de partir à la retraite, qui souhaiteraient continuer à exercer, mais qui arrêtent parce qu'ils en ont assez de toutes les charges administratives, et puis ils trouvent un petit peu aussi anormal de continuer à payer la retraite à fond perdu, puisqu'ils cotisent, et ça n'augmentera pas leur revenu à la retraite. Alors, on n'a pas parlé de la recherche médicale et notamment, par exemple, des médicaments qui fonctionnaient très bien, qui disparaissent, qu'on ne trouve plus en pharmacie, ou de ceux qui sont en pénurie également de médicaments. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre recherche, Frédéric Bizard ? Alors, ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a notre système de recherche proprement dit, qui doit être clairement, lui aussi, adapté au nouveau monde. On a un certain moment à travailler avec le professeur Sansenetti qui a piloté cette réflexion-là au sein de l'Institut Santé, qui est au Collège de France. Donc là, on s'aperçoit qu'on est tombé dans un système qui est un petit peu anti-méritocratique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut plutôt faire allégeance un certain nombre de personnes importantes dans le système plutôt qu'être méritant et brillant. Bon. Donc clairement, c'est un système qui fait que la plupart de nos jeunes chercheurs brillants vont à l'étranger. C'est vrai dans mon secteur, l'économie, mais c'est vrai en santé aussi. Bon. On a un sous-investissement de toute façon chronique dans la recherche qui fait partie des variables d'ajustement des politiques publiques. Et ça, c'est toujours, même avec un président qui s'est affiché comme étant jeune, transformateur et justement très pro-business. Donc on voit bien là aussi que les freins sont ailleurs. Prenons l'hypothèse qu'il était sincère dans cette volonté-là, mais en tout cas, on voit, il y a encore eu des pétitions de grands chercheurs pour dire mais c'est pas possible, vous allez nous amener quand. Juste ce que disait prédécesseur, ça me fait penser à une chose. Il faut voir que, pour pas non plus s'auto-flageller en permanence, c'est que les réformes en matière de santé sont toujours sur une logique accidentelle. C'est très compliqué la santé parce que ça, je dirais, imprègne au plus profond de la société française, de l'intime de chacun. Donc, il n'y a pas un gouvernement qui va être extrêmement proactif. Donc il faut que les systèmes soient véritablement en état de crise. C'était vrai lorsqu'Obama s'est mis dans le système, c'était vrai pour les pays nordiques. Donc malheureusement, ce que l'on vit là est un passage un petit peu obligé. Moi j'ai beaucoup de parlementaires, quand je suis arrivé en France une dizaine d'années, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, et j'entendais souvent la chose, on me disait mais vous êtes sympathique monsieur Bizard, mais nous quand on est sur les marchés le samedi, vous dites il faut repenser le système, mais les gens ne parlent pas de problèmes de santé, ils nous parlent de sécurité, ils ne parlent pas. Donc, vous voyez, donc il faut vraiment que les gens souffrent dans leur chair pour que les pouvoirs publics, mais sauf qu'encore une fois, faut-il encore avoir un plan d'action. Donc ça se fait sur une logique accidentelle. Espérons que le côté positif de cette crise, c'est une sensibilisation au plus haut niveau de l'État pour que là, il faut arrêter de le faire. Bon. On n'y est pas encore, malheureusement. Ouais, justement, on va demander à Sébastien Meurant, éventuellement, est-ce que vous pouvez agir? Comment vous pouvez porter justement cette parole et cette pensée d'une véritable réforme? Alors maintenant, on est interpellé en tant qu'élu, en tant que politique, par les Français sur leur système de santé. Parce que lorsqu'ils sont confrontés à un problème médical, eh bien, ils se rendent bien compte qu'à l'hôpital français, et notamment dans le Val d'Oise, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de soignants, prendre des rendez-vous, c'est compliqué, avec des généralistes, des spécialistes. Ils entendent bien
les infirmières, parce que c'est la plus grosse population médicale, et les difficultés d'exercice de la fonction, notamment les injustices sur, par exemple, des choses toutes simples, mais sur le transport. Le transport d'une infirmière n'a pas de même prix que le transport d'un médecin. Il y a donc ce genre de choses. Donc maintenant, les Français nous en parlent. Donc là, la prise de conscience au plus haut niveau de l'État, je pense qu'elle est... ça commence. Et moi, au Parlement, j'ai beaucoup de mal à supporter les discours lénifiants, tout va bien, de la ministre, et la réalité sur le terrain. Et j'ai des exemples concrets que j'ai cités hors antenne. C'est du vécu. Et il se trouve que moi, j'ai donc dans ma famille des personnes qui travaillent dans le milieu médical, et que l'approche de santé publique, c'est mon avis ce qui est fondamental, l'approche de santé publique, et ça concerne notamment les collectivités pour encourager le sport, les bonnes pratiques et tout ça. On peut, dans le cadre de l'éducation, faire des choses, et je me suis tout de suite senti concerné lorsque j'étais maire. Par contre, au niveau de prendre un peu de recul, notamment au niveau de l'État, moi, sur la recherche et développement, on est comme un pays de chercheurs, d'ingénieurs, on en est resté presque toujours à ce syndrome Montagnier. Vous savez, ce chercheur qui était mis en retraite et qui ne pouvait plus exercer en France, qui était parti exercer ses talents aux États-Unis. Ça remonte, on n'a pas vraiment beaucoup changé, on exporte les créateurs, les talents qui vont réussir à l'étranger. Et ça, c'est quelque part, ça rend malade un patriote comme moi, car je me dis, on a tous les talents, on exporte nos Bac+10, et on voit aussi nos entreprises créer des médicaments, les fabriquer à l'étranger. Et où ça? En Chine, en Inde. Et les Français vont être réduits à maintenant, de plus en plus contraints d'acheter des génériques, et il y a quand même un certain nombre de choses où les génériques ne sont pas d'une qualité toute. Bon, on ne peut pas jeter, enfin, c'est contrôlé, il y a pas de... mais il y a quand même... les Français vont avoir une médecine avec des médicaments qui sont des génériques fabriqués à l'étranger, et on ne produit plus les médicaments, et c'est pareil, c'est nouveau, des pénuries de médicaments. Et ça, les élus sont interpellés par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, et c'est inadmissible. Et pour connaître un tout petit peu, dans le cadre professionnel, de milieu médical et paramédical et de la pharmacie, j'ai rencontré, moi, des chefs d'entreprise qui me disaient, mais monsieur le sénateur, on a moins de problèmes avec la FDA aux États-Unis qu'avec notre administration française pour des nouveaux médicaments. Et là, il y a la question de la recherche, de la création, d'innovation. On a, par rapport à l'innovation, peut-être des freins mentaux au niveau de l'administration, parce que souvent, vous savez, il faut que ça rentre dans les cases. Mais ce qui est nouveau, ça ne rentre pas dans les cases, justement, puisque c'est nouveau. Et là, c'est du vécu. Des entreprises me disaient que la FDA, la Federal Drug Administration aux États-Unis, était beaucoup plus portée sur l'innovation qu'en France, où évidemment, c'est plus difficile d'innover, de créer. Et donc il faut redevenir aussi un territoire d'innovation, de création et de chercheurs. Le pays de Pasteur, le pays de tous les magnifiques médecins qu'on a eus et qu'on a toujours, heureusement. Et on a aussi, évidemment, un corps médical qui est exceptionnel, parce que ça tient avec les millions d'heures supplémentaires pas payées. Ça tient parce que vous avez des personnes qui sont engagées corps et âme à soigner leurs patients. Et je termine là-dessus. Notre système, au niveau financier, comme le système des retraites, ne va pas si mal. On rembourse la CRDS, et dans quelques années, la CRDS, on a fini de la rembourser. Donc il y a des dizaines de milliards de disponibles, et donc notre système, il tient globalement, au moins financièrement. Mais justement, alors merci Sébastien Meurant, merci à tous pour votre présence aujourd'hui à ce micro. Et justement, si vous voulez comprendre la proposition de Frédéric Bizard et de la trentaine de professionnels qui ont travaillé autour de cette adaptation globale de la santé, eh bien achetez ce livre. Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand? C'est pour quand aux éditions Fauve, et vous comprendrez comment les caisses primaires peuvent devenir les opérateurs d'une nouvelle gouvernance territoriale. Bonne journée à tous, moi je vous retrouve dès mercredi. Merci. C'est vrai que la CRDS, bientôt, il y a